Pierre Hillard, vous allez sortir un livre dans pas très longtemps. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire son titre et de quoi il est question? Alors c'est un livre qui doit sortir de presse autour du 15-20 mars 2014. Un titre intitulé Chronique du mondialisme aux éditions Retour aux sources, donc dirigé par François Sainz. Livre qui fait à peu près 200 pages, accompagné de 8 annexes, et c'est un recueil de tous les articles que j'ai pu écrire sur le site du Boulevard Voltaire, et aussi un long article que j'avais écrit sur le site de DiploWeb, qui est le premier site en langue française de géopolitique. Et là, j'explique, et j'ai réuni donc tous ces articles qui permettent d'expliquer l'évolution, je vais dire la situation qui se précipite actuellement à notre époque, politique, économique, religieux, bon, et accompagné d'un avant-propos particulièrement long. D'habitude, les avant-propos font 2, 3, 4 pages. Là, c'est un avant-propos qui fait plus de 20 pages, où j'ai essayé de faire une sorte de super note de synthèse pour expliquer le cœur nucléaire de l'évolution du mondialisme, en gros depuis 2000 ans, avec l'opposition entre la synagogue et l'Église, parce que ce sont les deux éléments clés, et ensuite les répercussions politiques et matérielles qui vont avec. Et j'ai rajouté 8 annexes avec des cartes en couleur et inédites, en particulier la carte de 1916 d'un auteur français, d'un livre d'un auteur français qui s'appelait André Cher-Adam, le plan pan-germaniste démasqué, pour l'histoire du Bagdad-Ban, qui est à l'origine de la Première Guerre mondiale. Et là, 100 ans après, les Français ne connaissent toujours pas les raisons de la Première Guerre mondiale. Et donc j'ai cette carte qui montre le tracé Bagdad-Ban de Hambourg jusqu'au Koweït. Et donc document d'origine, mais j'ai aussi la carte du New York Times de septembre 2013 sur la décomposition de la Libye et de la péninsule arabique, la carte de Desertec pour le plan de panneaux solaires entre l'Europe et l'Afrique du Nord, pardon, et tout le pourtour sud méditerranéen. J'ai les cartes aussi de la décomposition des États-Unis et de l'Europe d'un point de vue ethnique et géométrique de Léopold Kohr dans les années 50. Donc déjà tous ces projets, parce que quand on parle de la décomposition des pays, que ce soit l'Afrique ou l'Europe, les États-Unis sont concernés aussi. Et puis aussi tout le tableau qui vient de documents officiels des instances économiques américaines, des bons du Trésor américain, de tous les pays du monde, en premier la Chine, donc qui tiennent les États-Unis, et donc qui montrent à un moment donné qu'on se rapproche d'un effondrement en cours du système américain et du roi dollar en particulier. Voilà. On peut peut-être faire une petite question d'actualité avec ce qui se passe en Ukraine oui. aujourd'hui. Ah ben voilà. Alors l'Ukraine, donc déjà depuis de nombreuses années, l'Ukraine est disputée finalement entre la Russie et le bloc euro-atlantique, Union européenne, Amérique du Nord. Et quand je dis la Russie, je devrais même dire l'Union eurasienne, qui a été lancée supranationale fin 2011 par Vladimir Poutine. L'Ukraine est un territoire donc un peu plus grand que la France, 45-46 millions d'habitants, qui est absolument capital. Dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier, il dit bien que si la Russie perd l'Ukraine, elle perd son rang d'empire. Et donc ce à quoi nous assistons, c'est une lutte entre les partisans du rapprochement de l'Ukraine vers la Russie et l'Union eurasienne en arrière-fond, supranationale, et de l'autre les partisans de ceux qui veulent faire basculer l'Ukraine du côté du bloc euro-atlantique. Déjà, ce principe avait été lancé en 2004 avec la fameuse révolution orange, où vous aviez déjà les tentatives occidentales de faire basculer l'Ukraine du côté du bloc euro-atlantique, et le rôle des ONG, qui elles-mêmes avaient joué un grand rôle dans la destruction de la Yougoslavie de Milosevic, qu'on retrouve donc en 2004-2005. Et quand je dis que les Anglo-Américains et les Allemands jouent un très grand rôle, je peux citer cet exemple. Vous aviez en 2004-2005 l'ONG américaine Freedom House, dirigée par un certain James Woolsey, qui était tout simplement, dans les années 90, l'ancien patron de la CIA. Donc, 3 fois rien, un petit détail de Katsu, et puis ce que vous voyez en Ukraine, on voyait ça aussi en Biélorussie avec Loukachenko, qui dans les années 2000 accusait le représentant de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dirigé à l'époque par un Allemand, Hans Jörgwig, d'être un espion. Bon, évidemment, en face, il disait mais non, pas du tout, n'importe quoi, ce sont vraiment les propos d'un abruti, d'un dictateur. Bon, là, Loukachenko, sur ce point-là, il avait raison, puisque
En 2000-2001, le patron de l'OSCE, Hans Jörgvik, était tout simplement, dans les années 80, le patron du BND, des services secrets allemands. D'ailleurs, il suffit d'aller sur le site du BND, aller à la rubrique Geschichte, Histoire, il y a tous les noms et toutes les photos, et on se dit qu'à années 80, on voit bien la tête de Hans Jörgvik, bon, avec une tête un peu plus jeune. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont pareil, un soutien des Anglo-Américains et des Allemands à l'égard des mouvements ukrainien pro-européen. Il faut savoir que le représentant, le fameux boxeur ukrainien, a fait plusieurs séjours en Allemagne où il a visité sous l'égide de la fondation Konrad Adenauer, qui est la fondation au service de la CDU d'Angela Merkel, un soutien politique aussi pour s'inspirer du fédéralisme allemand. Et donc on voit qu'il y a un soutien. Bon, les Anglo-Américains évidemment sont derrière tout ça. Agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait si bien Talleyrand. Alors à ce côté-là, les Ukrainiens ils ont été bien agités. Des idiots utiles, en sachant que l'Ukraine, il y a une partie occidentale qui est tournée beaucoup plus vers la Pologne, l'Europe centrale, l'Autriche-Hongrie à l'origine, puis la partie est russophone qui est beaucoup plus attirée par Moscou. Donc il y a un risque évident de peut-être de partition de l'Ukraine, mais cette partition n'est que le résultat, ou ne serait, parce que pour le moment on ne sait pas trop, il y a un risque, de l'opposition de deux mondes qui se disputent un gâteau, qui est l'Ukraine, et les oligarques autour de Poutine veulent la part du gâteau, et les oligarques autour du monde euro-atlantique veulent une autre part du gâteau. Il est très intéressant de voir que les oligarques qui entourent Poutine, comme ceux qui entourent les élites anglo-américaines, sont d'origine juive. Donc finalement, les oppositions ne sont pas vraiment russes d'un côté et euro-anglo-américaines, mais en fait des oppositions russes sous l'étiquette enfin des oppositions entre l'oligarchie juive sous l'étiquette russe et oppositions juives avec l'étiquette anglo-américaine ou Union européenne. En fait, ce sont des clans juifs qui se disputent la part du gâteau. Quand on regarde les oligarques autour de Poutine ou les oligarques ukrainiens, la plupart, en tout cas une très forte majorité, sont juifs. Et ils se disputent sous couvert du mot Ukraine, sous couvert du mot russe, sous couvert du mot Angleterre, États-Unis et Union européenne, des liens et des partages de richesses. Voilà, c'est d'abord une histoire juive, la rivalité entre l'Ukraine et d'un côté avec l'Union européenne, les États-Unis en arrière-fond, et la Russie de l'autre. C'est un simple constat que je fais. Alors, la partie occidentale rejoindrait plus ou moins l'Union européenne, parce qu'il y a des périodes intermédiaires. Il y a ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage, c'est-à-dire que le pays commence à obéir à des mesures de l'Union européenne sans faire partie de l'Union européenne. Donc des zones intermédiaires pour favoriser le basculement de ce territoire dans l'UE, mais aussi dans l'OTAN. Et la partie Est russophone dépendant, et voire même réintégrée au bloc russe. Mais le problème, c'est que il y a des zones de mélange de population, puis il y a surtout la Crimée avec les bases russes. Et là, la Crimée, les Russes ne vont pas lâcher. Hein. C'est quand même leur porte sur la mer Noire. Et donc, hors de question de céder la Crimée à la partie occidentale voulant rejoindre le camp euro-américain. Donc, en fait, il y a plein de zones de friction. Je ne vois pas Moscou et les oligarques qui sont derrière céder les ports militaires. À ce moment-là, ce serait vraiment là une claque et un effondrement ou en tout cas un recul de la puissance russe face au monde euro-américain. Donc déjà, pour cette partition, ça sera terrible. Et comment ils vivraient? Les bénéficiaires dans cette histoire seraient les Allemands. Parce que les Allemands d'abord ont des liens très privilégiés avec le monde russe. D'ailleurs, la femme qui a été libérée, son nom m'échappe, avec ses nattes tressées et colorées. Il y en a même qui disent que ce sont de fausses nattes. Enfin bon, bref, peu importe, c'est secondaire. Les Allemands ont toujours noué des liens privilégiés avec le monde russe depuis des siècles, Pierre le Grand, etc. Catherine de Russie, qui était à l'origine une princesse allemande, et la Prusse de l'autre.
Ces pays-là seraient des réservoirs de main, enfin toute la partie ouest de l'Ukraine serait des réservoirs de main-d'œuvre pour l'économie allemande. Donc il y a des intérêts, mais en fait il y a un partage du gâteau. Je te donne ça, tu me donnes ça. Ah, je suis pas d'accord, on se tape dessus. Voilà. Mais les Ukrainiens vont se faire avoir entre le marteau et l'enclume. Parce que sincèrement, quand on regarde la situation dans les États européens, quand on voit les résultats du niveau de vie, la pauvreté grandit dans l'Union européenne. Il faut voir la situation en Allemagne, où il y a une pauvreté grandissante, où les protections sociales sont réduites. Et ne parlons pas des pays du Sud, l'Italie, etc. Donc, quel plaisir de rejoindre un bloc continental où les protections sociales fondent comme neige au soleil et où on va être inféodé aux normes américaines dans le cas du marché transatlantique qui se met en place. Ah non, mais vraiment, il faut être maso. Ou simplement être bien contrôlé par des ONG qui manipulent les esprits. La dernière petite question, puisqu'on va bientôt entrer là-dedans. D'après toi, quels sont les enjeux justement des prochaines élections européennes ? Dans cette affaire, les partis dits populistes ont de grandes chances de décrocher, j'allais dire la timbale, en tout cas d'avoir des scores très élevés, entre autres pour le Front National, puisqu'il y a aussi un sondage qui avait été fait qui montrait que le FN talonnait à 21 ou 22% l'UMP. Donc on va avoir, normalement dans tous les pays européens, des scores de partis dits d'extrême droite, dits populistes, je mets ça avec des guillemets, qui vont agiter le bocal. Mais il faut voir toujours dans ces partis dits populistes les sources de financement. Et je pense par exemple à un parti qui est contre l'Union européenne, c'est UKIP. Avec l'anglais Nigel Farage, je me suis intéressé aux sources de financement de UKIP. Et l'information, on la trouve très facilement dans un journal anglais grand tirage, qui a déjà fait parler de lui dans l'affaire Snowden. C'est le journal anglais le Guardian. Eh bien, les sources de financement de UKIP, c'est un des plus grands banquiers de la City, qui s'appelle Paul Sykes, S-Y-K-E-S. Et donc, savoir qu'un des plus grands banquiers de la City soutient UKIP, alors là, c'est pas un bon point, parce que la City, tout ce qui va avec l'oligarchie, est en faveur d'un monde globalisé, gouvernance mondiale. Donc comment ils peuvent financer un parti qui officiellement va à l'encontre de ce qu'ils veulent dans leur tréfonds? Et là, il y a un truc qui cloche. C'est pas parce que l'apparence est bonne que le fond l'est. Tous ces partis dits populistes balancent des choses tout à fait justes, mais quand on est financé par l'ennemi, je me dis, il y a un truc qui ne va pas. C'est comme Marine Le Pen qui, dans un entretien accordé au journal Haaretz du 7 janvier 2011, disait que le Front National a toujours été pro-sioniste. Alors que le Front National combat officiellement le mondialisme, le marché transatlantique. Mais le sionisme est une des branches du mondialisme, donc on ne peut pas être pro-sioniste et combattre le mondialisme. Le sionisme est une émanation directe. Tout ça, c'est plein d'ambiguïté, de recoupement, et le doute invalide, d'une certaine manière. Quand on a un doute, on ne signe pas, on ne vote pas. Donc toutes ces questions sont dans ton prochain livre. On peut rappeler le titre et la date de sortie? Alors, le titre, Les Chroniques du mondialisme, aux éditions Retour aux sources, sortie de presse aux alentours du 15-20 mars, donc ça sera fin mars en librairie, à peu près. Et tu seras en signature? Je serai en signature normalement le samedi 5 avril à la librairie Contretemps. C'est au niveau du métro militaire, école militaire, pardon, librairie Contretemps. La rue, je ne sais plus, mais c'est la librairie Contretemps. École militaire, Xavier Demarchi, pour ceux qui veulent, qui dirigent cette librairie, qui m'invite, donc je le remercie. Eh bien, merci Pierre Hilard, à bientôt. Merci.